Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle newsletter avec mon analyse financière personnelle des événements qui se sont produits depuis un mois. Donc là, nous vivons une situation qui n'est pas évidente, hein. Nous avons eu un effet de janvier, l'effet janvier, mais qui a été de courte durée. Ça a duré 3 jours et puis voilà, là nous avons un effet correctif. Alors cette correction, je vous en ai parlé déjà, hein, sur ma newsletter de décembre, ma newsletter prévisionnelle. Je vous ai bien expliqué tout ce qui se passe actuellement. Je vous ai même expliqué que voilà ce qu'annonce le crack. Et bien moi je vous ai donné une explication graphique aussi bien sur la newsletter de décembre que sur la newsletter de janvier. Mais là il est vrai que nous subissons une pression, je dirais, une pression depuis le quatrième jour de bourse du mois de janvier. Donc je vais analyser tout ça et pour quelles raisons nous en sommes là en fait. Pourquoi? Pour le moment, nous avons subi une correction de 8,5% sur le CAC 40. Et donc je vous ai dit lors de la newsletter de décembre que je m'attendais à une correction minimale de 15%. Et après, on verra. Hein, voilà. Donc je ne vais pas redire ce que j'ai dit. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille bien sûr de visionner cette newsletter. Ce qui serait important, c'est quand on sera en bas de cette correction, voir comment les indices réagissent. Et à l'occasion de cette nouvelle newsletter, je vais faire un point sur les indices américains. Donc ça fait certain temps justement que je ne l'ai pas fait. Donc vous allez comprendre pas mal de choses à travers cette petite analyse que je vais faire du Dow, du Nasdaq et du S&P 500. Lorsque vous êtes trader et que vous arrivez à durer sur les marchés, c'est-à-dire si vous arrivez à durer sur les marchés, c'est que vous êtes passé par pas mal d'éléments, pas mal de choses, pas mal d'événements négatifs, et que vous avez pu résister puisque vous avez une certaine compétence technique, et que vous avez un certain mental pour résister aux différents événements négatifs qui se produisent lorsque vous êtes trader. Mais il y a une chose que vous avez compris, que ce qui est déterminant, bien évidemment, en plus de la technique, lorsque vous évoluez sur les marchés financiers, c'est la psychologie de masse. Voilà. C'est-à-dire que si il y a une mauvaise nouvelle, mais que la plupart des acteurs sont positifs, et bien cette mauvaise nouvelle va passer à la trappe et on va dire c'est pas grave, d'accord, voilà. Donc ça c'est ce qui se passait, je dirais, depuis plusieurs années, hein, depuis plusieurs années où toutes les mauvaises nouvelles étaient achetées ou en tout cas n'étaient pas vendues. Donc voilà, c'est là qu'en fait là, ça je vous l'ai expliqué longuement, on peut avoir un tas de mauvaises nouvelles. Enfin, c'est un truc de malade, hein, mais non, ça fait que monter. Et là, nous voyons que la psychologie de masse commence à être touchée. Alors, je fais une petite anecdote. Nous avons eu une statistique, donc il y a eu un record de transactions en 2021, un record de nouveaux arrivants en 2020-2021. Et ça correspond toujours à des hauts de cycle, d'accord. Ça, je l'avais expliqué. Donc c'est comme par hasard. Donc voilà, là, on vous fait miroiter monts et merveilles quand vous arrivez sur les marchés, et je pense qu'encore certains petits porteurs sont encore gagnants. Mais voilà, quand on commence à vous dire ce genre de choses, qu'il y a beaucoup de rentrées, que les transactions sont au top, c'est là où, en général, ça commence à se retourner. Voilà, donc vous voyez que là, nous avons un retournement psychologique, hein, commence à affecter ces nouveaux entrants. Et d'ailleurs, JP Morgan a bien averti, suite à la petite correction, parce que c'est pas grand-chose, et on va le voir sur les indices, la petite correction, il y a beaucoup déjà de petits porteurs qui sont rincés, voilà, déjà au départ, hein, voilà, parce qu'ils sont beaucoup trop optimistes, ils ne connaissent pas le marché, donc ils achètent n'importe quoi, ils moyennent à la baisse, n'importe quoi, ils font du levier. Donc là c'est mortel, hein. Alors donc déjà, avec cette petite correction, beaucoup ont déjà disparu. Donc ça, c'est classique. Effectivement, là, les plus faibles disparaissent très vite, à la moindre correction significative, parce que les indices n'ont peut-être pas trop corrigé, mais certaines valeurs ont énormément corrigé. On voit que 40% des valeurs du Nasdaq ont perdu plus de 50%.
Alors, nous avons ce basculement psychologique, bon, qui n'est pas encore très important. Vous allez voir d'ailleurs, c'est encore nettement haussier. Mais il y a on dénote ce changement psychologique sur les statistiques. Alors, l'inflation, au plus haut depuis 40 ans aux États-Unis, au plus haut depuis 1996 en Italie, par exemple, au plus haut en Europe à 5,1%, c'est les chiffres au plus haut depuis pas mal d'années dans la zone euro. Alors, en fait, ces chiffres-là, depuis plusieurs mois, on les connaît et on anticipe une augmentation de l'inflation justement, mais les marchés, voilà, ne corrigeaient pas. Hein. On a vu ce qui s'est passé, voilà, à la fin de l'année avec, bon, on a une petite correction en décembre, mais bon, voilà. Hein, donc, on ne tenait pas trop compte de cela parce que, voilà, de toute façon, tout va s'arranger, les banques centrales seront là, toujours la rengaine habituelle. Donc, déjà au niveau de l'inflation, on voit que là, ça affecte beaucoup plus la psychologie des intervenants. Et de même que toutes les stats négatives, que ce soit les ventes au détail, les PMI, l'indice de confiance des consommateurs du Michigan, la destruction, au lieu de la création des emplois privés aux USA, parce qu'on a eu beaucoup de destruction, on s'entendait à une création d'emplois, la baisse des immatriculations, ça d'une manière générale, la contraction du PIB allemand de 0,7%, même le NFP, vous voyez, qui est très bon, qui a surpris, n'a pas fait monter le Dow Jones. Finalement, il a terminé légèrement en baisse, le Dow Jones, d'accord? Voilà. Donc, toutes ces stats négatives ont un impact maintenant beaucoup plus important. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Hein, je vous en ai énuméré pas mal. Et je vous avais dit, rappelez-vous, lors de la newsletter de janvier, que ce qui était important, c'était les résultats américains. C'est-à-dire comment les marchés allaient interpréter les résultats américains. Donc, nous apercevons que les avertissements comme Netflix, Goldman Sachs ou Facebook ne sont pas ce que je veux dire, des avertissements très importants. Et bien, ça provoque une plongée des actions. Vous voyez, donc Facebook a quand même perdu 26%. Et quand les résultats sont bons, vous voyez Apple, bon, Amazon, donc il faut voir, elle a pris 15% après avoir perdu 7% la veille, mais ce que vous remarquez, quand les résultats sont bons, la hausse ne dure pas. Et la hausse, en fait, ça a baissé, et la hausse ne provoque pas de nouveau plus haut, parce que Amazon, même si elle a pris 15% vendredi, elle est loin de son plus haut. Donc, vous voyez qu'il y a un impact des résultats. C'est-à-dire les résultats bons sont soit vendus, ça il y a pas mal d'exemples, soit ils sont achetés, mais le mouvement est retracé, soit des petits avertissements provoquent des chutes des cours assez importantes. Donc là, vous voyez ce basculement psychologique qui reste encore très léger, mais déjà voilà, on est un peu touché. Celui qui vous disait oui, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer, là, il dit ah non, ben là j'ai vendu, tu vois, voilà. Donc cette psychologie commence à se retourner. Premier phénomène très important. Alors on vous dit qu'une remontée des taux de la Banque centrale américaine, c'est très bon pour les actions. Alors ça, c'est l'information qui circule actuellement. C'est très bon pour les actions. Alors là, je fais un petit rappel. Au moment de la remontée des taux de la Réserve fédérale américaine en 2018, d'ailleurs, qui a provoqué quelques soubresauts sur les marchés, moi, j'arrêtais pas de vous dire que justement, c'était très bon pour les actions. Parce que si on remonte les taux d'intérêt, c'est pour éviter la surchauffe inflationniste. Donc, la surchauffe inflationniste provoque notamment une pression sur les marges, une montée des prix bien sûr, mais une pression sur les marges des entreprises. Donc il faut alléger tout ça, on remonte les taux d'intérêt. Et là, si vous voulez, à ce moment-là, les gens ils consomment, il y a de la consommation. D'accord? Donc justement, c'est pour éviter que ça s'envole trop. Et cette remontée de taux, justement, va être bon parce que l'économie se porte bien. D'accord? L'économie se porte bien, donc on remonte les taux d'intérêt jusqu'au prochain cycle où la croissance se tasse, et là, c'est comme ça en fait les cycles, hein, et, il suffit que vous fassiez des recherches, et là on recommence un cycle de baisse de taux d'intérêt. Voilà. Donc c'est bon pour les actions. Et à ce moment-là, lorsque je disais ça, personne n'en parlait. La presse n'en parlait pas de ça. Et là on vous dit, oui c'est bon pour les actions. Oui c'est vrai, c'est bon pour les actions, mais ce qu'on oublie de vous dire, hein, et que je vous dis depuis un certain temps, c'est que là on est très haut. Voilà. On est très très haut. On est monté à un niveau
je dirais, je dirais que c'est incroyable, hein. Mais et ça, bon, je vais en parler après sur la déconfiture de Facebook et d'Orpea, mais voilà, ça c'est le phénomène algorithmique, ça je l'explique, parce que quand il y a un mouvement d'enclenché, tout le monde va dans le même sens. Voilà, vous réglez votre algo, un algo de mouvement, donc tout le monde va dans le même sens. C'est pour ça que nous arrivons à un niveau d'exubérance extrême sur les marchés financiers, la surévaluation extrême des marchés financiers due à ces mouvements algorithmiques. Après, c'est pareil à la baisse, hein. Donc ça, je vous l'ai expliqué. S'il n'y avait pas d'algo, au bout d'un moment, les traders, ils diraient, bon, stop, hein, on ne serait pas monté aussi haut. Donc c'est bon pour les actions, oui, c'est vrai, mais là, la bourse est extrêmement surévaluée. Donc il y a besoin de cette correction que je vous ai dit, en décembre, il y a besoin de cette correction qui doit être assez sévère pour que la machine reparte. Est-ce que ça repartira? Ça, voilà. Pour moi, oui. Pour l'instant, pour moi, oui. Mais voilà. Donc, oui, mais voilà, il faut d'abord corriger, hein. C'est pour ça que là, on commence à vous dire qu'on vend les titres de croissance et on achète les titres de value. Oui, enfin bon, faites quand même attention, hein. Voilà. Alors cette exubérance notamment a été notifiée par la Banque de France, donc qui a alerté d'une crise financière possible due à la valorisation excessive de certains actifs pouvant déstabiliser certains acteurs ayant recours au levier de la dette. Voilà. Donc les marchés seraient relativement vulnérables à une correction brutale par rapport à ce fait-là, que je vous ai dit, bien sûr, la valorisation excessive des marchés. Jérémy Grantham, un des grands stratèges de Wall Street, qui dit que la super bulle va bientôt éclater et va faire d'énormes dégâts. C'est sûrement ce qui va se passer. Mais nous avons un autre son de cloche, ce sont les stratèges de JP Morgan qui dit que les résultats d'entreprise vont être très 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 bons et donc vont permettre au marché d'aller plus haut. Une autre année de dépassement significatif. Alors voilà, bon, ça on en reparlera à la fin de la newsletter, hein. Voilà, vous comprendrez pas mal de choses. Donc voilà, donc alerte de la Banque de France, de Jérémy Grantham qui dit que oui, effectivement, de toute façon, quand le marché est irrationnel, en l'occurrence très irrationnel, ça se termine toujours très mal. Il ne fait que dire ce qui va se produire. Comment ça va se produire, ça on verra bien, hein. Et il y a les optimistes, JP Morgan, mais non, ne vous inquiétez pas, on va aller encore plus haut. Oui, peut-être, en fait. On verra bien la suite. Alors, venons-en au prétexte. Je vous l'ai longtemps expliqué dans mes newsletters précédentes, tout n'est que prétexte. Et des fois, ça va être un petit prétexte, un prétexte insignifiant. Donc là, le prétexte, ben voilà, c'est la faute à la Réserve fédérale, c'est les marchés corrigés. Voilà, en gros, c'est ça. Parce que M. Powell s'est un petit peu lâché. Mais en fait, M. Powell ne fait que dire ce que tout le monde sait et ce qu'il a déjà dit l'année dernière. Voilà. Tout le monde sait que l'inflation est due à cet excès de liquidité déversé par les banques centrales et que je dirais, cette inflation peut durer plus longtemps que prévu, voire accélérer. Les marchés n'ont pas apprécié là. Mais ce qu'il dit, c'est la vérité, M. Powell, il a déjà dit. Donc c'est le prétexte. C'est la faute à la Fed qui va monter ses taux dès le mois de mars. Peut-être qu'il va monter ses taux 7 fois dans l'année. Et peut-être et peut-être, ça fait beaucoup de peut-être, qu'il va monter ses taux de 0,50% à chaque fois. Et bien sûr, je vous rappelle que de monter les taux, c'est bon pour l'économie, hein. Mais bon, là, non, il ne faut pas le faire. C'est pas bien, hein. Voilà, c'est pas bien. C'est sûr que les marchés vaudront encore plus de liquidités. Alors effectivement, la Réserve fédérale va agir, va arrêter son taperie en mars et se rend compte qu'il est temps d'agir. Comme la Banque d'Angleterre, qui relève ses taux d'intérêt pour la deuxième fois d'affilée. Il n'y a que la Banque Centrale Européenne. Mais là, j'ai quelque chose à vous dire, mais d'abord, je vous dis ceci. La Banque Centrale Européenne, qui, pour M. Philippe Lane, économiste en chef de la BCE, une hausse des taux est très improbable. Madame Lagarde avait dit que l'inflation s'arrêtera en janvier. Voilà.
Là, elle commence à dire qu'une hausse des taux n'est plus improbable et elle admet que les prix augmentent. Voilà. Après, il y a Robert Holzmann, quand même, un avis un peu divergent, qui était un membre du conseil des gouverneurs de la BCE, qui dit que justement l'inflation peut durer, il y a une grande incertitude, elle peut durer un peu plus longtemps par rapport à l'objectif de la BCE qui est qu'elle ne doit pas dépasser 2%, donc il y a une petite incertitude. Voilà. Donc la BCE, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ce qu'elle fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'elle agira en dernier. Voilà. Parce que ce soit lors de la crise technologique ou de la crise des subprimes, la BCE a remonté ses taux bien après la Réserve fédérale. Comme je le dis souvent, il faut lire Van Staan qui vous explique tout. Voilà. Et ça se répète, la BCE, non, ça c'est comme Tchernobyl, c'est comme le nuage. Voilà. La BCE, mais non, il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas. Alors bon, voilà, il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre que effectivement, il y a de gros soucis liés à cet argent virtuel déversé par les banques centrales. Mais non, finalement, c'est pas un problème. Mais elle dit quand même, Madame Lagarde, que la BCE n'agira pas de manière précipitée face à la poussée inflationniste. Bref, voilà, donc l'explication, le prétexte. Et c'est vrai que les économistes du FMI ont dit, voilà, il y a quand même un risque que l'économie ralentisse, une certaine menace sur l'économie si justement la Réserve fédérale doit augmenter ses taux beaucoup plus rapidement que prévu. Une politique de relèvement des taux très agressive. Elle parle de l'immobilier chinois et bien sûr des tensions géopolitiques, tu vois pas que la Corée du Nord, l'Ukraine, la Russie, etc. Et il y a toujours bien sûr le Covid. Toujours là le Covid, avec le risque d'un variant très dangereux qui apparaisse comme ça. Voilà. Bon, ça c'est le FMI l'a bien précisé. Donc voilà le tableau. Le tableau, c'est que la Réserve fédérale va agir très vite, et il est temps. La BCE va attendre, et donc ça ne plaît pas au marché. Alors avant de parler des graphiques, faire une petite analyse du S&P, du Dow et du Nasdaq pour bien vous expliquer, je vais parler de l'affaire Orpea, de l'effondrement algorithmique d'Orpea. On va parler un petit peu de Facebook également. L'effondrement algorithmique d'Orpea. L'affaire Orpea. L'action a perdu 60%. Alors ce que je veux dire par là, c'est que cette affaire-là, c'est une grande hypocrisie. Bon, je ne vais pas développer. Je ne vais pas dire ce qui a pu être dit dans le livre, sinon je ne l'ai pas lu le livre. Mais c'est pas la peine de le lire, parce que moi, comme je vous dis, j'ai travaillé dans ce milieu. Donc je connais parfaitement ce milieu. Mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait depuis très longtemps qu'il y a des soucis dans les maisons de retraite. Donc ça, c'est la vaste hypocrisie que l'on retrouve régulièrement dans la nature humaine. Oh là là, Orpea, et on va massacrer l'action. Voilà. C'est comme donc apparemment la direction savait très bien que le bouquin allait sortir au mois d'août. Voilà, au mois d'août ils étaient au courant déjà que le bouquin allait sortir. Et l'ancien directeur général aurait vendu des actions 3 semaines avant. Voilà, bon, ça c'est un peu comme François Fillon. On sait comment ça fonctionne, François Fillon, mais oui, c'est loin d'être le seul. Donc là, Orpea, voilà, quelqu'un en veut Orpea et profite de cette histoire pour massacrer le titre alors que c'est connu depuis très longtemps. On sait que voilà, ce n'est pas Byzance les maisons de retraite. Alors ce phénomène, dans une moindre mesure, donc moins 60% sur Orpea pour le moment, on le retrouve sur Facebook avec moins 26%, pardon. Également sur Snap, très intéressant parce que Snap a perdu 23,6% jeudi et a repris 58,8% vendredi. Alors, pourquoi? Les algos. Alors, je le répète encore une fois, je ne dis pas que c'est mal les algos. Je ne dis pas que c'est mal. Je vous explique ce qui se passe maintenant avec la mainmise des algorithmes sur la finance. C'est-à-dire que là, ce sont les robots maintenant qui font les mouvements.
C'est tout. Et comme moi je passe beaucoup de temps sur les graphiques, ben, je me suis rendu compte, maintenant il y a plusieurs années, je me suis rendu compte au départ qu'il y avait des mouvements très importants, de plus en plus importants sur le compartiment Alternex, donc le petit compartiment. Puis qu'est-ce que je me suis dit? Ben, c'est logique, hein. Après ça va être le compartiment C, puis le compartiment B, puis le compartiment A. Donc maintenant, voilà, c'est ce qui se passe. Nous avons des mouvements très importants, très impulsifs, incompréhensibles. L'improbabilité, ça quand je disais l'improbable devient probable, l'improbable devenu probable, oui. Le petit avertissement de Facebook, on perd 26%. La Snap, elle fait moins 23, plus 58. Amazon, elle a fait moins 7, plus 15. Hein. Et là, Orpea, comme je dis, combien elle vaut au niveau comptable Orpea? 50, 60. Orpea, elle est à 33. Et peut-être qu'elle va tomber à 10. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, c'est l'effet du mouvement. C'est-à-dire que là, les supports, ils tombent. Voilà, maltraitance, scandale financier. Donc là, on s'en donne à cœur joie sur le titre. Alors, bon, on se pose la question de se positionner. Je pense que c'est quand même très dangereux. Après, bien sûr, c'est le choix est réservé à chacun. Chacun doit être responsable. Donc là, c'est lui qui conseille d'en prendre ou de ne pas en prendre. Enfin voilà, chacun doit décider personnellement ce qu'il doit faire. Personnellement, moi j'ai toujours des titres. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et vous voyez l'acharnement avec l'émission d'Élise Lucet, cette affaire emporte tout le secteur. Coriane et dans une moindre mesure LNA Santé. Donc là c'est l'acharnement, on s'acharne sur Orpea, on s'acharne sur les maisons de retraite alors que voilà, le problème est connu. Voilà. Donc cet acharnement, c'est très simple. Les vendeurs, voilà, les fonds vendent, les mutuelles vendent. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Là, beaucoup de personnes ont perdu beaucoup d'argent dans cette affaire. Et le sens, il est vendeur. Donc, c'est comme j'expliquais sur McPhee. McPhee, de mémoire, elle est montée à 45. Elle pouvait monter à 80. Donc, Orpea, elle peut tomber à 10, à 5. On ne sait pas ce qui peut se passer s'il y a un gros scandale financier derrière. Rappelez-vous Wirecard, ce qui s'est passé, l'action Wirecard, qui était de mémoire à 180 et 180 euros, hein, qui était cotée donc à Francfort. Et là, elle vaut les penny stocks. Hein. Je ne vais pas regarder, mais... Donc, oui, c'est cet acharnement, ce qui fait qu'Orpea, elle vaut peut-être 50, 60. Mais cet acharnement, tout sauf Orpea, tout sauf les maisons de retraite, peut amener l'action très bas. Donc, c'est très dangereux de se positionner. C'est toujours pareil, c'est lorsqu'il y aura un signal, un vrai signal acheteur, que là, on pourra éventuellement peut-être, vous voyez ce que je veux dire, un signal clair, signal d'achat, de dépassement de résistance, et si possible sur une unité assez longue, qu'on pourra se poser la question d'y revenir, mais ça peut durer très longtemps, et ça peut très mal se terminer cette histoire. Donc voilà, c'est pour vous expliquer que vous vivez dans un monde dangereux. Investir en bourse, trader en bourse, c'est dangereux. Et que maintenant, de belles valeurs peuvent être attaquées. Voilà, donc la moralité dans tout ça, c'est être diversifié et conserver un bon matelas de cash. Maintenant, je vais passer aux analyses des indices américains. Alors, que disent les graphiques ? On commence par le Dow Jones. Donc là, je l'ai allégé hein, un petit peu, d'accord. Et ce que vous voyez en pointillé, c'est la moyenne 30, d'accord. La moyenne de Weinstein. Alors, la moyenne 30, c'est en hebdomadaire. Hein. La moyenne 30 de Weinstein hebdomadaire. Là, nous sommes en jour. Mais je tiens à bien marquer la moyenne 30. Alors, qu'est-ce qui nous dit le graphique du Dow Jones? Parce que le blabla, c'est bien. Le blabla, il va y avoir le crack, c'est la fin du monde. C'est très bien, mais la vérité sur le graphique. Et si vous êtes débutant et que vous êtes là, et je vous en remercie, vous verrez que si vous survivez, je vous le souhaite.
vous comprendrez assez rapidement que le blabla reste du blabla et que la vérité est sur le graphique. Donc le Dow Jones est dans un range. Vous voyez que l'Ishimoku, le nuage, là il était haussier, hein, avec des angles haussiers. D'accord? Ici. Là, il s'entrecroise, on est dans un range, voire une espèce de canal haussier, grosso modo, qu'il a fait une réintégration du canal haussier et qu'il est venu buter sur Kijun Sen, au-dessus là, d'accord? Sur la clôture. Donc grosso modo, c'est un range. Mais, plutôt sur le bas, rebond sur le bas. Rebond, on casse Kijun, clac, on passe le Kumo ici. Bon, ça ne veut rien dire, c'est un range. Donc grosso modo, c'est la zone d'équilibre, hein, le milieu. Et on revient faire un pullback. Et maintenant, on verra lundi. La semaine, vous êtes en tendance haussière. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai expliqué en décembre. Le crack, il est là. Le crack, il est là. Le crack, il est là avec le retournement de la moyenne 30 semaines, le rupture du Kumo span haussier, ici, pullback sur la moyenne 30 semaines, avant la grande descente. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, voilà le fameux site internet là, connu, c'est par rapport au CAC, en fait, voilà, ils ont dit d'acheter là en gros. Ils ont dit d'acheter. Ils n'arrêtaient pas de dire d'acheter, mais ils ont dit d'acheter sur le pullback M30. Donc là, vous avez le crack. Voilà, la vérité sur le graphique. Vous pouvez le retourner comme vous voulez. Hein. Donc là, nous sommes loin du crack. Ça ne veut pas dire que sur certaines valeurs, c'est un peu compliqué. Mais, d'un point de vue de l'indice, nous sommes au-dessus d'un Kumo span montant. Alors c'est vrai que là on aurait tendance à croire que la moyenne 30 se latéralise, s'aplatit, mais là honnêtement on peut très bien repasser au-dessus et peut très bien repartir de l'avant. Hein. Il suffit que on casse le range par le haut et ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Hein. Bien que bon, je pense que c'est peut-être pas terminé, mais comme je vous l'ai dit, on verra. Hein. Ça se trouve que là c'est terminé, mais qu'au mois de mai, plouf. On verra si ça ressemble à 2018. Donc là, vous voyez que il n'y a absolument aucune alerte. Et que sur la semaine du 24 janvier, il y a eu une petite intégration du Kumo qui a été rachetée. Alors le S&P, ça donne quoi? Le S&P, rupture de la tendance haussière en journalier. On passe Kijun, on réintègre un peu le Kumo span. Nous sommes en jour ici. Hein. Et là, bon, on a buté, on a réenfoncé Kijun. Bon, juste pour vous dire quand même que... Bon, après, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, mais je vous le dis quand même. Tenkan-sen s'est redressé, qu'on a buté sur Tenkan-sen. Hein. Voilà. Ok? Donc là, d'accord, mais hebdomadaire, c'est autre chose. Alors c'est vrai que le S&P, la hausse du S&P est due à très peu de valeur. Ça, on le sait, mais depuis longtemps. Hein. Donc vous voyez que là, on a petite... elle s'aplatit un petit peu, la moyenne 30, mais bon... là, c'était pareil. Hein. Là, c'était pareil. En plus, c'est passé en dessous, en 2018, là, vous voyez? Hop! Ça n'a pas empêché de faire une reprise, le pull, et de faire de nouveau plus haut par la suite. Donc là, c'est absolument, totalement haussier. Hein, totalement haussier sur le SP500. D'accord? Bon, c'est vrai que là, vous avez la parabole.
vous avez la fameuse parabole, c'est-à-dire la parabolique. La parabolique, forte hausse, très rapide, sans conso. Donc là, nous avons notre petite conso. Alors, ce qu'on surveille, toujours pareil, hein, l'hebdomadaire, mais on surveille votre moyenne 20, qui pour l'instant est à 4057, et qui correspond, comme par hasard, voilà, au Kumo montant. Support très important. D'accord? Kumo montant, ici, échéance, avril. Vous le voyez en bas, 18 avril 2022, semaine 16. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien aller dans le Kumo et repartir. Donc là, on est vraiment, vraiment très loin du scénario catastrophe que voilà, beaucoup d'intervenants vous annoncent. Et parmi eux, certains en vivent grassement. Sauf que, voilà, vous, si vous les écoutez... Donc on est bien loin de tout ça, on peut très bien faire de nouveau plus haut. Vous êtes d'accord avec ça? Donc il faudrait... Alors imaginons que là, bon, là on rechute, la moyenne 30, ok, repart à la baisse, mais vous êtes encore dans le Kumo. Hein. Donc vous voyez ce que je veux dire? Si on remonte un petit peu en arrière, voilà. Parce qu'en fait, vous voyez que là, on intègre le Kumo span qui se redresse à la baisse, qu'elle passe baissière, la moyenne 30, et qu'il y a une rupture du Kumo span. C'est quasiment simultané. Hein. Ça, c'est 2008. Hein. D'accord? Vous voyez là? Bon, après, c'est le Nasdaq. Alors, surtout le Nasdaq. Là, on est très, très, très loin hein, du crack. Alors, c'est vrai que là, on peut faire, imaginons, là, en Ukraine, il se passe quelque chose. On peut très bien aller là, peut-être, vers la moyenne 20, les 4000 rapidement. On ne sait jamais, hein, s'il se passe quelque chose en Ukraine. J'espère pas, hein, quand même. Et rebondir sur la moyenne 30. Donc là, on est très loin. Donc on pourrait... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le truc. C'est important, ça. Là, on pourrait imaginer que là, vers l'été, par là, au mois de juin, qu'il y ait une rupture du Kumo. Mais ça, il n'y a aucune certitude. C'est haussier. Point barre. Alors, on va terminer par le Nasdaq parce que là, il a chuté un peu plus. Hein. Le Nasdaq 100, alors, le Nasdaq 100, contrairement au S&P, il vient buter Kijun-sen. Donc ça, c'est classique. Hein. On vient buter Kijun-sen et on repart à la baisse. Avec un gap baissier en plus. Hein. Donc là, c'est baissier en jour, mais ça ne veut absolument rien dire. Hein. Regardez. On fait une intégration du Kumo. On est revenu chercher Tenkan-sen plat. Hein. Et on rechute, mais on est toujours au-dessus du Kumo. Alors, je fais une petite anecdote. En mars 2020, je vous l'avais dit, regardez la newsletter spécial crack, là. D'accord? Il y a celle-là, mais aussi l'analyse du CAC et du Nasdaq que je fais à ce moment-là, et j'explique que ça va remonter. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est la fin du monde. On passe de 9700 à 6790. 3000 points. 30%, à peu près. Rapidement. Hein. Voilà, d'accord? Donc là, c'est la fin du monde, c'est fini là. Hein. Sauf que, boum. Hein. Au-dessus du Kumo, plus haut de nouveau possible. Hebdomadaire. Vous voyez que là, elle a pas le temps de... Elle s'aplatit un peu, mais c'est rien ça. Hein. D'accord? Regardez 2018. Là, ça a piqué là, le dernier trimestre, je m'en rappelle bien. Hein. En général, on s'en rappelle. On sort un petit peu de la moyenne du Kumo, mais ça n'empêche pas que, voilà, hein, parce que
Je pense qu'il faut regarder votre mensuel. Hein. Et on s'aperçoit que, voilà, en 2018, on vient chercher Kijou de Seine. Grosso modo, hein. On fait une extension un peu. D'accord? Et vous voyez que la M20 monte toujours, voilà, etc. Hein. Ok? Donc on peut très bien avoir une extension BCR. C'est-à-dire qu'on peut passer légèrement en dessous du Kumuspan, mais si vous touchez Kijou, on peut repartir à le haut. D'accord? Donc là, on est loin du scénario catastrophe. Là, vous voyez, c'est beau, hein. Hop. On fait une réintégration Kumo-Span. Donc là, on dit c'est bon, c'est gagné. C'est encore baissier. Hein. Donc Weinstein vous le dit, tant que c'est baissier, c'est encore baissier. Et voilà. Ça veut dire que ça peut rebaisser. Là, vous voyez, c'est subtil. Hein. Hop, hop, hop. Et là, par contre, c'est là, dès qu'il y a une rupture de ce support, là, ici, là, vous voyez la match de rachat ici, là, en juillet 2008. Hein. Là, c'est voilà, je dirais la capitulation. C'est ça, une capitulation. On passe de 1700 à 1000 en pas très longtemps. Donc, 700 points, 40%. De juillet à novembre. Voilà, c'est carnage. Hein. Le carnage en direct, vous inquiétez pas, on va le vivre. Quand, j'en sais rien, mais on va le vivre. Pour vous expliquer, c'est cyclique la bourse. Hein, c'est tout. Hein. Et que là, nous sommes arrivés à un point très important, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est la rentrée massive des particuliers sur Robinhood, qui s'est complètement effondré d'ailleurs. Quand vous dit que vous allez battre à plat de couture les institutionnels. Oui. Voilà. Néanmoins, hein, le blabla c'est bien, mais nous sommes toujours en tendance haussière. Et je vous le dirai quand même, hein, l'étoile filante là ne veut rien dire. Hein. D'accord? Ne veut rien dire. On verra la semaine prochaine. Votre mensuel, votre moyenne 20, votre moyenne 20, c'est un peu comme le S&P, hein. Donc on l'a touché là. Là, voilà. Si, voilà, effectivement, il faut rompre ce niveau-là, Vous avez un support ici à 13 000 points. D'accord? Hop, et pouf. Mais bon, là, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on est au-dessus, là. Nous sommes au-dessus. Voilà. Effectivement, vous avez votre parabole. La parabole, mais la parabole, je vous renvoie à ma newsletter du mois de décembre. Hein, voilà, très intéressant de faire le point sur les indices américains pour montrer que nous sommes toujours en tendance haussière et que je vous dis, je pense qu'on va encore baisser, mais bon, pour le moment, c'est haussier et on peut faire de nouveau plus haut. Et quelles que soient les nouvelles, hein, c'est quelque chose que vous devez assimiler. C'est-à-dire, bonne nouvelle, le marché peut baisser, mauvaise nouvelle, le marché peut monter. Les titres chers ou la bourse américaine chère, ou ce que vous voulez, c'est cher, oui, c'est cher, mais ça peut rester cher longtemps. Certaines valeurs peuvent rester pas chères très longtemps. Et là, c'est cher, et quand on va corriger tout cela, ça arrivera bien, eh bien, ce sera de nouveau cher dans quelques années. Mais cher ne veut rien dire. Voilà. Voilà, suite à ce point graphique, vous pouvez vous faire votre propre idée. Voilà, j'essaie toujours d'être clair, et là c'est parfaitement clair, je l'espère pour vous. Donc il est temps de conclure cette newsletter du mois de février. Donc effectivement, oui, donc là je n'ai pas parlé du CAC, ça peut continuer.
Et pour le CAC, on pourrait peut-être descendre à 6550, 6600 points. Et là, je pense qu'il y aurait une réaction des intervenants. Voilà. Donc pour l'instant, grosso modo, c'est à peu près la même chose que les indices américains. Voilà, le CUMO préserve. Le CUMO de mémoire n'a pas été rompu sur le CAC. Hein. On est juste à la base. Hein. Le CUMO journalier. Donc on peut, oui, ça peut continuer. Mais surtout, ce que l'on doit noter, ce que j'ai remarqué, c'est que 2022, ça pourrait ressembler à 2018. Regardez bien 2018. Voilà, c'est-à-dire que une correction, une petite reprise, on a eu une petite reprise du Nasdaq en fin de mois, puis une rechute, plusieurs petites corrections dans l'année. 2018, ça n'avait pas été une année facile. Le CAC avait perdu 10% et moi j'avais fait plus 10. Et encore, j'aurais dû faire une très belle année, mais ce qui m'a fait très mal, c'est le dernier trimestre où là, ça a corrigé fortement. Alors, regardez bien. Et après, il y a eu la remontada de 2019. Donc, on peut très bien avoir une année similaire à 2018. Des marchés chers, de la dette, de l'inflation. On doit agir vite, donc, et l'inflation qui continue peut-être à monter, vous voyez ce que je veux dire? Donc on a besoin de corriger cet excès, cette irrationalité des marchés financiers. Et donc cette correction peut faire au final peut-être 15%, peut-être plus, mais en plusieurs fois. Il faut voir, c'est très difficile, ça personne ne le sait. Hein. Soit on fait 15 ou plus là, hein, et après ça repart, soit on va le faire, ça, il va y avoir des petits rebonds, hein, jusqu'à une correction finale et qui peut peut-être intervenir à la fin d'année, difficile à dire pour le moment. Alors, effectivement, il n'y a pas d'alerte sur les indices américains, il n'y a pas encore d'alerte, mais comme je l'ai expliqué, il y a de sérieuses alertes sur beaucoup d'actions et beaucoup de gens perdent de l'argent sur 2022 parce que certaines actions sont très attaquées. Et là, j'ai parlé d'Orpea, de Facebook, mais voilà. Donc c'est voilà, toujours faire très attention à ce que vous achetez, la diversification, etc. Alors je veux revenir sur ce que disait JP Morgan. Encore une année voilà, de progression significative, due aux bénéfices des entreprises qui vont continuer à être, je dirais, bien orientées, de très bons résultats, les marchés, une très belle année boursière. Alors là, il se passe quoi? Ce que je veux dire, c'est le message, je vais revenir sur le message justement de la presse, etc., de toute la presse financière sur Internet, sur les réseaux, sur le papier. C'est-à-dire que on vous dit en gros toujours ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Là, on vous dit que on vous parle de rachat à bon compte. Ça, c'est voilà, dès que ça remonte, voilà, on parle de rachat à bon compte. Là, ce qu'on vous dit en gros, n'oubliez pas que en mars 2000, la plupart des intervenants des grandes banques étaient acheteurs, alors qu'en novembre, ils vous disaient de vendre. En novembre 99. Hein. Donc là, en gros, il y a une correction, c'est vrai, mais voilà, il faut racheter, buy the dip, hein, racheter les baisses. Hein, voilà. Et je fais référence notamment à 2007, où je me souviens qu'à l'automne 2007, il y a un site internet très connu qui est encore là de nos jours, hein, voilà, je ne vais pas le citer, qui a dit, donc, moi j'étais là à ce moment-là, de racheter massivement, de racheter la baisse massivement. Et moi je l'ai vu justement qu'à ce moment-là, il fallait surtout pas. Il y avait un retournement de la moyenne 30, hein, de la moyenne 30 semaines. C'était un début de phase 4 de Weinstein, et je crois qu'en fait là il y avait le pullback. Il y a le pullback sur la M30 et la rechute, et là ils disent d'acheter. Enfin, il faut surtout pas acheter là. Ceux qui l'ont fait, ils sont plus là depuis longtemps. Donc ça va se passer comme ça. On va vous dire de soutenir ce marché. Et imaginons que ça se passe mal. Imaginons que on va atteindre un plancher, il va y avoir un rebond, et finalement on va pas repartir. Finalement, on va partir sur un crack rampant. Et bien ce qui va se passer au niveau de cette presse, de cet univers médiatique, il va se passer ceci. Ils vont devenir pessimistes. C'est-à-dire qu'ils vous auront dit d'acheter, de renforcer. C'est comme Orpea. Je ne sais plus quel cabinet, au début de cette affaire, il maintenait l'objectif à 110. Et puis là, il coupe, vous voyez, Orpea, il faut fuir.
Donc là, du jour au lendemain, ils vont passer pessimistes. Ils vont vous dire, oulala, attention, la baisse n'est pas terminée, etc., etc. Mais quand ils vont passer pessimistes, le marché aura beaucoup baissé déjà. Le marché aura beaucoup baissé et beaucoup auront disparu de la circulation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va se passer comme ça et on en reparlera au moment où ça se passera comme ça. Et puis après, ils vont devenir ultra pessimistes. Quand on sera complètement au fond et proche de la remontée, on vous dira, là c'est la fin, il faut tout vendre. D'accord? Là c'est bon, allez-y. Mais si ça tourne au vinaigre, on passe pessimiste. Voilà, ceux qui les auront suivis, ils seront plus là. Et après, à la fin, sur le plancher, on vous dira de tout vendre. Voilà. Donc ça, c'est important de le noter. C'est ce que dit Weinstein. Weinstein, moi j'ai eu la chance de le lire après le crack techno, et là vous vous rendez compte que ce gars-là, parce que moi je me suis dit il y a quelque chose de louche. Et vous vous rendez compte que effectivement oui, ce monsieur pense comme vous, ce monsieur a raison, et il décrit ce qui se passe tout le temps. Hein. Ce qui se passe tout le temps, c'est ça la bourse, il vous explique un petit peu. Mais voilà, la dernière chose pour conclure, c'est ce que dit M. Powell devant le Sénat à la fin du mois de janvier. M. Powell explique qu'en cas de crise économique inattendue, la Réserve fédérale sera là pour acheter des actifs. Voilà. Nous serons là. Donc, inflation. D'accord? Inflation. On monte les taux d'intérêt. Ok? Imaginons que là, il y a une forte rechute de l'économie. Forte rechute. Eh bien, la Fed va reprendre son tapering, va reprendre ses achats d'actifs. Et donc, les marchés remonteront. C'est ce que dit M. Powell. Oui, c'est vrai, maintenant, je suis obligé de relever les taux. On est obligé de le faire. Il ne faudrait pas que l'inflation s'emballe comme dans les années 30. Mais ne vous inquiétez pas, nous serons là si ça rechute. Et on remettra le paquet comme on l'a fait sur le Covid. C'est pour ça que je vous dis, d'après mes analyses, pour moi, nous ne sommes pas à la fin de la hausse. Là, on peut prendre très cher sur une correction. Ça va baisser encore plus, je pense. Hein. Mais voilà, parce que la confiance est encore là envers les banques centrales. Il faudrait vraiment qu'il n'y ait plus de confiance envers les banques centrales pour qu'il y ait un crack. Voilà. D'accord? Un crack peut-être à la 29, une forte chute comme on a eu en 2020, vous voyez? Un petit rebond et hop, on repouffe derrière. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin, d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir écouté cette newsletter. Merci beaucoup. Merci à tous les abonnés. Pour ceux qui ne le sont pas, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je pense que c'est important voilà, de me dire ce que vous pensez de tout ça. Hein. Voilà, qu'on puisse entamer un dialogue ensemble et dites-moi dans vos commentaires ce que vous pensez de cette newsletter. Et ce serait vraiment sympa de me mettre un petit like pour le travail. Je vous dis à très bientôt.